Alors j'aimerais qu'on aborde un sujet un petit peu particulier, voilà, puisque ça me touche, c'est au niveau de l'épilepsie. Bien sûr. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez malheureusement courant chez nos chiens, Oui. même s'il n'y avait pas beaucoup de monde au final qui avait osé aborder le sujet avant que je ne le fasse, j'ai l'impression en tout cas. Et j'aimerais voilà, vous poser une série de questions parce que j'ai publié beaucoup de vidéos où justement je filmais ma chienne avec ses crises. J'expliquais comment je gérais la situation, est-ce qu'il y a des choses à modifier ou pas. Enfin, voilà. Déjà, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est l'épilepsie? L'épilepsie est une pathologie du cerveau D'accord. où ce cerveau va être prédisposé pour générer des crises convulsives. C'est-à-dire l'épilepsie, on peut avoir plusieurs causes. D'accord. On peut avoir l'épilepsie idiopathique où le cerveau est normal à nos examens. Quand on fait des examens d'imagerie, notamment des IRM, enfin d'autres examens approfondis, on ne va pas trouver des anomalies et pourtant ce cerveau de naissance, il est prédisposé pour générer des crises. Ou alors une épilepsie qui est due à une pathologie qui vient se surajouter. Par exemple, une tumeur du cerveau, une maladie auto-immune du cerveau ou toute autre cause qui va le modifier. Ça voudrait dire qu'en fait, l'épilepsie presque serait un symptôme d'une maladie plus importante? La crise convulsive est un symptôme. L'épilepsie est une maladie, c'est un diagnostic. Sauf qu'il y a cette dichotomie entre épilepsie idiopathique et épilepsie qu'on appelle structurale. En gros, quand il y a une cause surajoutée, on appelle ça de l'épilepsie structurale. Dichotomie, différence. Épilepsie idiopathique, épilepsie structurale. Et il y en a une troisième? Après, on peut avoir des crises convulsives qu'on appelle réactionnelles, sur lesquelles le problème est situé au niveau du corps. On a un problème grave de foie, un problème grave de rein, des désordres électrolytiques, des hypoglycémies. Le cerveau est un des organes les plus sensibles de notre corps. Il n'aime pas trop qu'on lui modifie son environnement. Et donc, s'il y a une modification sévère justement au niveau du corps, il peut réagir en générant des crises convulsives. Donc, cet animal ne va pas être épileptique, on ne parle pas d'épilepsie. Admettons que, je ne sais pas moi par exemple, ma chienne soit allergique à telle ou telle nourriture. Est-ce que ça peut lui déclencher des crises d'épilepsie? C'est pas connu. C'est pas connu? Non. On a d'autres pathologies neurologiques qui vont se manifester en cas d'allergie à certaines nourritures. Pas l'épilepsie. D'accord, pas l'épilepsie. Non. Ou alors, par exemple, un gros problème de foie, parce qu'on en parlait. Voilà, admettons que je donne, je sais pas moi... ça marche pas comme ça. Un truc de Jack Daniels ça va à ma chienne pour une raison que je ne m'explique pas. Est-ce que le foie étant saturé, est-ce que ça peut lui déclencher une... Non, c'est pas comme ça. Non. Que vous donnez du Jack Daniels tous les jours, qu'on arrive à la cirrhose. Justement, quelles sont les causes les plus fréquentes en règle générale d'une crise d'épilepsie, celles qui reviennent les plus régulièrement? Alors, l'épilepsie idiopathique est une des causes les plus fréquentes. Et ensuite, on va avoir des cas de méningoencéphalite, donc des cas de maladies inflammatoires du cerveau et puis des cas de tumeurs qui vont manifester des crises. Alors, l'encéphalique, c'est le tissu qui entoure le cerveau? Les méninges. Les méninges? Oui. D'accord. Oui. C'est le terme méningoencéphalite qui vous a perturbé? Oui, c'est ça, c'est des pathologies inflammatoires qui vont toucher donc les méninges, l'enveloppe, et le parenchyme, donc le cerveau lui-même, méningoencéphalite. J'ai pas envie de faire le « Ah, d'accord », et en fait, qu'est-ce qu'elle me raconte? Quand vous avez des chiens qui arrivent en clinique, comment est-ce qu'on prend en charge un chien a priori épileptique? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, il y a le cas de figure du chien urgent, donc le chien qui arrive en crise. Là, il faut prendre en charge la crise et l'arrêter au plus vite. Il y a la partie diagnostique où on va chercher à comprendre pourquoi il y a des crises convulsives. Et derrière, enfin, la mise en place du traitement. Donc, traitement anti-épileptique pour contrôler les crises, contrôler le symptôme. Et quand on a une cause sous-jacente identifiée, telle que les tumeurs, les maladies inflammatoires du cerveau, le traitement de la cause aussi. C'est très impressionnant l'épilepsie, on est d'accord. Est-ce que c'est vraiment très grave? Tout dépend de la cause. D'accord. Tout dépend du type d'épilepsie. D'accord. Prenons le cas de l'épilepsie idiopathique, parce que j'ai l'impression, voilà, une des plus courantes. Et comment on le gère à la maison? Ça dépend en fait de la fréquence, de l'intensité. Il y a des cas sur lesquels les crises sont rares et ça ne modifie pas en outre mesure le quotidien. Et d'autres sur lesquels il y a des crises fréquentes. Donc il va y avoir une surveillance un peu plus intense. Ça peut avoir
plus de conséquences au niveau gestion quotidienne. Alors quand vous dites fréquente, parce que ce qui est fréquent pour vous n'est pas forcément fréquent pour Non, moi. Et ce que je veux non. dire, pour moi, Tsuki qui fait une crise d'épilepsie, c'est assez aléatoire. Là, en ce moment, je suis justement en train de déterminer dans mon quotidien ce qui pourrait éventuellement être source de. Elle faisait des crises d'épilepsie tous les 10 à 15 jours. D'accord. Voilà. Et elle n'en a pas fait pendant 2 mois et demi. Et ensuite, elle m'en a fait une. Et elle m'en a refait une 10 jours plus tard. Il y a quelque chose qui a été modifié dans son quotidien. Et là, que j'ai retiré. Et je suis en train de voir comment ça va se passer. Est-ce que pour vous, 10 à 15 jours, c'est très fréquent? C'est fréquent. C'est fréquent. Oui. Très fréquent, ce serait quoi? On peut avoir des cas qui convulsent tous les jours. Tous les jours. Ouais, tous les 2-3 jours. D'accord. Là, c'est vraiment très fréquent. Ah oui. Et là, c'est vraiment problématique. Ça va vite l'être. Ouais, ça va vite l'être. Ouais. D'accord. Tous les 2 mois et demi. C'est correct. C'est correct. Oui. Alors, il y a quelque chose que les gens devraient savoir, docteur. Est-ce que le chien souffre pendant une crise d'épilepsie? Pas du tout. Effectivement, donc les chiens ne peuvent pas parler, c'est pas eux qui nous l'ont dit. Mais en revanche, on sait par l'expérience des gens, des humains qui convulsent, qu'il n'y a pas de souffrance pendant la crise et que très souvent, après la crise, ils ne se rappellent même pas que ça s'est passé. C'est très impressionnant. Nous, on souffre pour eux, souvent, mais eux, ils ne souffrent pas. D'accord. Autre chose, est-ce que le chien nous entend? Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il nous sent quand on le touche? Bref, est-ce que les 5 sens sont actifs à ce moment-là? Souvent, non. Non. On ne peut pas vraiment juger à quel point ce qu'on appelle la vigilance, donc la lucidité du chien est altérée. Il y a des cas dans lesquels, clairement, les gens décrivent des animaux qui sont complètement perdus et entre guillemets inconscients, et d'autres sur lesquels ils paraissent effectivement vigiles, réactifs, mais on suspecte quand même qu'il y a des petites modifications, qu'ils ne perçoivent pas tout comme il faut. Alors Donc, moi, ma souvent question, c'est modifié. plutôt sur l'aspect convulsif, vous savez, S'ils s'aperçoivent que... ouais, qu'on les touche, si on leur parle, à ce qu'ils nous entendent, quand je vous parle du moment où ils convulsent vraiment très fort. Il faut savoir qu'il y a différents types de crises convulsives. C'est ça. Vous avez en tête la crise convulsive vraiment qu'on appelle généralisée, Généralisée, donc ouais. le chien il tombe, il pédale, Exactement. il bave. Et là non, généralement, clairement, ils se rendent compte de rien. Voilà. On peut avoir des crises où ils vont rester debout par exemple, il va y avoir juste une patte qui fait des mouvements anormaux, ou alors des crises sur lesquelles on n'a aucune manifestation physique, outre qu'un chien qui regarde un peu dans le vide et qui déconne un peu. Et sur la crise généralisée, clairement non. D'accord. Sur les autres formes de crise, c'est très difficile de savoir Très ce qu'ils bien. perçoivent exactement ou pas. Je vous restitue ce qu'on m'a dit. Lorsque mon chien fait une crise d'épilepsie, le premier réflexe que je vais avoir, moi personnellement maintenant, avec l'expérience que j'ai, c'est que je vais filmer la crise pour pouvoir documenter. J'ai besoin d'archives, je veux savoir quand est-ce que ça s'est déclenché, où est-ce que ça s'est déclenché, combien de temps ça a duré réellement. On m'a dit de ne pas parler au chien, de ne pas le toucher, de faire en sorte que l'environnement ne puisse pas le blesser, d'éteindre les lumières et de faire le silence le plus absolu. Dans le fond, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Limiter les stimulations auditives et visuelles. Donc pas lui parler, parce que c'est une stimulation auditive. Alors, c'est un peu extrême dans D'accord. le sens où c'est pas grave de lui parler. D'accord. Maintenant, si effectivement on était en train d'écouter de la musique à plein pot, ce serait bien de la baisser. D'accord. Et pareil, pour la luminosité, éventuellement éteindre les lumières fortes. Modération. D'accord, modération, mais il faut Voilà. juste être le plus calme possible Oui, par contre. Voilà. clairement, oui. Ne pas prendre le chien pendant les convulsions. Ça sert à rien. En fait, la crise va se finir, que vous soyez là, que vous ayez pris le chien sur vous ou pas. Documenter la crise d'une manière ou d'une autre, c'est bien. Donc, vous filmez. Il y a d'autres gens, ils regardent leur montre pour voir à quel moment ça commence, à quel moment ça se termine. Dans certains cas, quand ils sont en train de récupérer, j'ai des maîtres qui trouvent que leur présence les rassure. D'autres animaux sur lesquels ils vont plutôt être complètement désorientés, marcher, donc la présence du maître ne change strictement rien. C'est le cas de Tsuki par exemple. En fait, ça dépend beaucoup. Elle Ouais. convulse. Il y a des fois où elle vient. En fait, je la laisse venir vers moi. Là, je reste à côté d'elle et j'attends qu'elle vienne vers moi. Mais la dernière qu'elle ait faite, c'est la première fois qu'elle faisait ça, était complètement désorientée. Elle m'a évité. Alors que normalement elle me cherche, et elle a commencé à tourner dans la maison et elle est allée se mettre dans des endroits un petit peu la tête contre le mur de la salle de bain, le truc qu'elle faisait pas du tout, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment elle revienne vraiment à elle et elle aille s'allonger contre son frère. Souvent c'est plutôt comme ça, souvent ils sont Très très bien. perdus. Là où effectivement il faut intervenir parce qu'il s'agit d'une urgence, c'est si on voit que la crise est dure.
plus que 5 minutes, là, il va falloir essayer de l'arrêter. Et si on ne peut pas l'arrêter à la maison, il va falloir amener le chien chez le vétérinaire. Alors, moi, c'est ce que mon vétérinaire à l'époque m'avait dit, c'est que pendant une crise généralisée, hein, le chien ne peut pas respirer. Ils finissent par respirer. Ils finissent par respirer. Oui, c'est-à-dire peut-être effectivement pendant quelques secondes, il n'y a pas de respiration visible, mais il n'y a pas de risque d'étouffement, d'arrêt respiratoire. Donc, quand je parle d'urgence médicale au-delà de 5 minutes, ce n'est pas par rapport à l'aspect respiratoire, c'est par rapport à l'aspect cerveau. Neurologique, là, vraiment dans la structure même du cerveau. Exactement. Alors, docteur, question à 20 000 points, celle-ci. Attention, les gâteaux sont en jeu. On est d'accord qu'on n'empêche pas un chien d'avaler sa langue. Non. Il n'avale pas sa langue. On est d'accord, on ne met rien dans la gueule du chien parce que ça peut même... on va se faire mordre. On va se faire mordre. Si on utilise un objet, il peut y avoir des morceaux de l'objet qui viennent, eux, se casser à cause des convulsions. Et voilà. On peut endommager la langue en plus de ça. Donc on est d'accord qu'on ne peut pas avaler sa langue. Non. Voilà. Non. On n'avale pas sa langue. Non. Le fait de mettre la main là, dans la bouche, déjà on va se faire éclater la main. Si on utilise un outil, on peut péter des trucs dans la bouche. Et en plus de ça, on risque d'endommager un muscle qui est hyper précieux pour le chien, on est d'accord. C'est pas recommandé d'aller chercher à mettre la main ou des objets dedans. Les précautions que les propriétaires sont censés prendre au quotidien pour le chien qui est épileptique Je dirais aucune. Aucune. En tout cas, clairement, le but de la prise en charge d'un chien épileptique, on parle d'une épilepsie idiopathique toujours, c'est que les chiens ils continuent leur vie. Ils aient une vie normale, ils aient des activités de chien normales. On les euthanasie pas. Non. Encore une fois, il y a des épilepsies et des épilepsies. Il va y avoir l'épilepsie, si on prend vraiment les deux cas opposés, il va y avoir l'épilepsie où le chien va faire une crise par an et il va y avoir l'épilepsie où le chien va faire une crise par jour. Et il y a plein de cas entre les deux. Donc ceux qui convulsent beaucoup et sur lesquels on a exhausté les options médicales et on est sur tous les effets secondaires des antiépileptiques et malgré tout plein de crises. Jusqu'à plusieurs crises par jour, même j'ai entendu parler. Parfois, voilà, c'est ça. Donc il y a certains cas dans lesquels, après un long processus de chercher à les aider, on va finir par baisser les bras. Dans les cas où, les plus extrêmes, quoi. C'est ça, exactement, les plus extrêmes. La qualité de vie de l'animal est très impactée, la qualité de vie des maîtres est très impactée. Et parfois, malheureusement, il va y avoir des décisions d'euthanasie de prise. Donc, mais on est d'accord que c'est toujours dans le sens de l'animal. C'est pas par confort, quoi. C'est dans le sens des deux. C'est-à-dire, il y a l'animal, il y a aussi le maître. Ça reste dur, hein. Moi je le sais. Moi sur le moment, j'ai pas d'émotion. Ça c'est quelque chose qui va être. C'est un sujet un peu particulier. En fait, quand ma chienne fait des crises d'épilepsie, ça va être un peu pénible ce que je vais dire, mais j'ai toujours été très franc. En fait, j'ai pas d'émotion concernant mon chien à ce moment-là. Je coupe à ce moment-là et je fais ce que je dois faire. Par contre, le après, que la crise et que ma chienne est en train de dormir, est en train de se reposer, c'est là où derrière, il y a toute l'émotion qui revient parce que ça reste extrêmement impressionnant. Et en plus de ça, comme vous le disiez, en fait, on souffre pour eux. Eux ne souffrent pas sur le moment. Par contre, nous, visuellement, c'est quelque chose. Donc, j'imagine, moi, alors qu'elle fait, allez, on va dire, en moyenne maintenant, je peux faire une moyenne, ce serait une crise par mois. Voilà. Mais j'imagine les personnes qui ont des chiens qui font une crise par jour. C'est dur, quoi. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les animaux et les maîtres. Et les maîtres, bien sûr. Est-ce qu'il y a un impact physiologique et comportemental au quotidien hors crise? Il y a des études ces dernières années qui ont montré que les chiens épileptiques et surtout ceux qui vont beaucoup convulser, donc les épilepsies qu'on appelle pharmacorésistantes, ceux qui vont pas très bien répondre au traitement, et ces chiens-là peuvent déclencher des troubles entre guillemets comportementaux. Notamment des formes d'angoisse, des formes de stress ou alors des petits troubles qui peuvent être comparés au syndrome de déficience d'attention chez l'enfant. Donc en fait, ils se sont amusés à faire des expériences où ils les mettent dans une chambre, ils vont les amener, ils vont leur montrer un objet et puis ils vont les sortir de la pièce et les faire re-rentrer pour compter au bout de combien de temps ils vont aller retrouver l'objet. Et ils ont vu que effectivement les chiens
pas épileptique, il faisait, admettons, 2 minutes, et le chien épileptique, il faisait 3 minutes. Donc, il était un peu plus long à retrouver son chemin, retrouver l'objet caché. Maintenant, en dehors de ça… La gestion d'émotions, peut-être? Ce qui bah, peut être plus excitable, en fait. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on sait que ceux qui vont beaucoup convulser peuvent effectivement devenir un peu plus angoissés, un peu plus pot de colle avec leur maître. Et à côté de ça, comme l'épilepsie concerne souvent des races qui sont d'office des stressés de la vie, par exemple les bergers australiens, des border collies, etc. À forte énergie, quoi. Les huskies. À forte énergie, émotion. C'est compliqué de savoir qui fait quoi. Mais c'est sûr que dans certains cas, on reconnaît que ça peut modifier leur comportement. Leur comportement au quotidien. Au quotidien, on parle, hors crise. Très bien. Et il faut aussi dire que autant chez un humain, ça aurait pu être problématique, autant chez un chien, le fait qu'il prenne un peu plus de temps pour trouver quelque chose, que c'est un peu plus émotif, n'est pas très difficile à gérer. Ça pose rarement de réels problèmes au maître. S'il y avait un conseil qu'on pourrait donner à des maîtres de chiens qui ont cette maladie, ce serait quoi? Trouvez un vétérinaire auquel vous faites confiance, gardez un contact, faites-vous accompagner. Pour les conseils, pour la gestion du traitement, pour les adaptations, voilà, c'est une pathologie qui est à vie, une fois qu'on a le diagnostic. C'est pas parce qu'on donne le traitement que ça veut dire que ça ne se redéclarera plus jamais, on est d'accord? Non. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant mais pourquoi tu ne traites pas ton chien? En fait, c'est le cas, hein, les gars. Voilà. Pour les personnes qui posent la question de savoir pourquoi est-ce que tu ne traites pas ton chien, en fait, c'est un petit peu comme les traitements contre les parasites. Hein. C'est-à-dire que ça n'empêche pas le parasite de se poser sur le poil. Malgré tout, ça revient. On sait que le traitement ne va pas empêcher les crises. Ou alors, c'est génial. C'est des cas rares. Dans tout le reste des cas, le traitement va viser à espacer les crises. Très bien. Il faut savoir qu'on considère qu'ils répondent quand on a une diminution d'environ 50%. Donc, celui qui convulsait une fois par semaine… Déjà, s'il convulse une fois tous les 2 semaines, on va dire super, toi tu réponds. C'est ça, on est d'accord. Après, oui, on va essayer de faire au mieux, au cas par cas. J'ai une dernière question pour vous, c'est la bonus. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. D'accord. Mais en fait, ça revient tellement en commentaire que je suis obligé. On ne va pas citer de médicaments parce que non. Voilà. Mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que scientifiquement, il y a un lien direct, affirmé, prouvé entre des médicaments qui sont donnés en cachet pour lutter contre les parasites externes, est-ce que ça déclenche les crises d'épilepsie? Alors, sur un individu pas épileptique, pas du tout. En revanche, chez un individu épileptique de base, on peut effectivement avoir la favorisation du déclenchement d'une crise. C'est-à-dire, c'est un animal épileptique, il convulse de toute façon. Et effectivement, si on lui donne des antiparasitaires par voie orale, on peut avoir… à la suite directe, donc dans les heures qui vont suivre, une crise qui va se déclencher. C'est pas du tout grave, c'est un animal épileptique qui convulse de toute manière, mais effectivement, on conseille de passer plutôt à des antiparasitaires de type pipette, collier, ce que vous voulez d'autre que de l'oral. Dans le cas de mon chien, par exemple, si jamais je lui donnais son médicament par voie orale et qu'elle me fait une crise d'épilepsie 2 mois et demi plus tard, ça n'a aucun rapport. Ça veut dire que ma chienne n'est pas sensible à ce médicament. C'est exactement ça. D'accord. Et ce que je ne sais pas, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu d'études, c'est-à-dire je ne sais pas s'il y a un lien systématique, c'est-à-dire un animal épileptique, à chaque fois qu'on va lui donner le traitement, il va convulser, ou si ponctuellement ça peut se produire. Dans tous les cas, c'est mieux d'éviter. Voilà, ok, très bien. Merci, docteur. Merci pour toutes ces informations. Merci surtout pour le temps que vous nous avez consacré. Et j'espère qu'on vous reverra très vite. Parce que là, on a fait quelque chose d'assez général. Peut-être que si jamais l'envie vous venait de vouloir revenir pour nous parler d'une dernière avancée en neurologie qui est fantastique, dont tout le monde doit savoir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si jamais il y avait des termes qui étaient un petit peu complexes. Ça me ferait un plaisir de faire la recherche pour vous si je ne le sais pas tout de suite. Ou peut-être que l'intelligence aura frappé mon front obtus. Encore merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Super, merci. Au revoir. À bientôt. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo, de vous être intéressé au sujet que représente la neurologie dans l'univers canin et félin.
Merci beaucoup encore une fois. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, surtout si vous avez dans vos connaissances quelqu'un qui est impacté par certains problèmes que nous avons abordés sur la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne puisque nous allons avoir beaucoup de contenu comme celui-ci.